Bien que toi, donc Lionel est à la fois responsable maintenant de l'innovation et de tous ces dispositifs d'appui physique, d'assistance physique, de par finalement la qualité d'ergonome qui est la tienne. Par parenthèse, je dis, et je pense qu'il y a là un certain nombre de tes étudiants qui sont présents là aujourd'hui. Il est aussi maître de conférence associé, donc enseignant-chercheur. C'est une autre finalement de tes développements là maintenant à l'université de Reims. Et toi, je dirais qu'à la fois par les types de métiers que tu as copilotés en matière de sécurité et de santé autres, cette dimension multitâche qu'on voit bien vous souligner les uns et les autres, c'est une chose qui est importante pour toi. Donc voilà, Lionel, c'est à toi. Tu as tes petits visuels. Alors, donc, pardon, oui, son petit nom, pardon, donc vous voyez comment il est appelé au sein de la SNCF, c'est donc le papa des exosquelettes SNCF. C'est à toi. Alors, c'est vrai que moi, j'ai un parcours exosquelette qui remonte à 2015. Pour petite histoire, moi, je viens du monde du sport. J'ai étudié le sport à l'université, à l'UFR-STAPS, non pas pour devenir prof de PS, mais pour justement utiliser cette connaissance que l'on a du corps humain en mouvement, ce qu'on appelle la motricité, mais l'adapter en milieu de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui a nourri complètement ma réflexion par rapport aux exosquelettes, et je crois que c'est important. Si on fait le lien un petit peu avec les questions qui sont posées, il y a une question sur, une question sur la pression intradiscale. En fait, il y a beaucoup d'exosquelettes qui assistent à la manutention, mais on regarde toujours ce qui se passe au niveau contraction musculaire, effort musculaire au niveau des lombaires, mais en revanche, il y a peu d'études qui montrent effectivement ce qui se passe au niveau intradiscal. Alors, il est vrai que Jappé avec la ceinture Atlas ont vraiment regardé cette pression intradiscale puisqu'il y a une décompression lombaire qui se fait avec la ceinture, mais les autres exosquelettes, globalement, qu'est-ce qu'ils font, ils assistent quand on se penche vers l'avant. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai essayé d'avoir un regard lié à la motricité, plus qu'un regard lié à l'aspect biomécanique, l'aspect physiologique, etc. Mais j'ai essayé d'avoir ce regard sur la motricité en le resituant, bien entendu, dans la vraie vie, le vrai travail, c'est-à-dire ce que moi, je pourrais appeler les facteurs organisationnels humains. Et ça, pour moi, ça reste quelque chose de fondamental, c'est l'humain au centre de la situation de travail. On ne peut pas décorréler le fait de mettre un exosquelette dans la situation et ça va fonctionner. Il va falloir re-questionner le travail, il va falloir repenser peut-être l'organisation. Il y a vraiment plein de choses qu'il va falloir repenser. Donc voilà, c'était un petit peu la question sur pour répondre un petit peu aux questions. L'autre question, c'était aussi sur le poids de l'exosquelette. Le poids est important, c'est vrai que plus il sera léger, mieux ce sera, mais quelque part, ce n'est pas la seule question à poser. C'est le poids, il est basé où? Il se met sur quelle partie du corps? Un exosquelette avec logique harnais où tout se met sur les épaules, même s'il est léger, pour moi, c'est une aberration. Mais ça, c'est mon point de vue. En revanche, un exosquelette qui est peut-être un petit peu plus lourd, mais qui est basé au niveau du bassin avec des bons appuis, où les efforts sont répartis, la notion de poids est complètement différente. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre comment les exosquelettes ont été conçus. C'est ce que j'essaye de faire quand je teste des nouveaux exosquelettes, pour pouvoir arriver à choisir le bon. Donc là, quelques exemples d'exosquelettes. À droite, la ceinture Atlas Jappé avec notre premier utilisateur à Lille. On a le Nouni le Charles Cher de Nouni. On a le Paixo Shoulder d'Autobolk. Et puis à gauche, complètement à gauche, on a notre Shiva Exo, qui est celui-là, pour remplacer le semelle de frein. Donc en fait, c'est vrai qu'on a essayé, nous, de concevoir notre exosquelette. C'est ce qui nous a quelque part donné des compétences, pas simplement d'utilisateur ou de testeur, puisqu'on s'est attaché aussi à essayer de concevoir un exosquelette avec une approche qui nous a paru assez complexe au départ, puisque Shiva Exo, c'est l'équivalent de 5 exosquelettes en un seul. Il faut gérer 5 types de contraintes, mais tout ça, toujours en pensant qu'il faut le mettre dans une situation de travail, donc avec un agent qui va l'utiliser. Donc, on refait le lien avec les fameux FOH dont on parlait tout à l'heure.
Juste 30 secondes pour si tu veux bien, Yannel, pour répondre et reprendre un certain nombre de questions qui sont posées dans le chat, et notamment une remarque qui dit attention à ne pas étendre un peu, enfin, systématiquement les exosquelettes. Je crois que, merci monsieur qui posait la question et dites la chose, c'est vrai que c'est bien d'être groupie des exosquelettes, mais c'est bien de l'être, je dirais globalement, avec discernement et en fonction des types de situations. L'utilisation de l'exosquelette n'est pas systématique dans un autre, et vous verrez un précédent UX Forum, l'un de nos intervenants, et qui en a testé globalement tout un tas, là, cette fois-ci plutôt dans des métiers du bâtiment, nous disait ben, finalement, moi, pour les équipes que j'ai là, ça n'est pas, pour l'instant, ce type de technologie qui me va. J'ai plutôt besoin, et donc ils ont trouvé une autre type de formule qui est plus proche d'une forme de cobo léger et assisté ailleurs. Et effectivement, tout, je crois que vous faites vraiment bien de le souligner, c'est que tout est fonction on ne peut plus dire des postes parce que les choses sont beaucoup trop variées pour être finalement sur les postes, mais sur le type de tâche, le type de geste. Et moi, ce qui me frappe, si vous voulez, depuis un peu plus de 2 ans que je vois ça, c'est à quel point, que ce soit les concepteurs qui vont avoir la parole tout à l'heure, développeurs, intégrateurs, co, ou ceux qui, quelque part, font appel à eux, échangent des connaissances en entreprise, à quel point ils sont à la fois soigneux, précautionneux et vigilants sur les types de besoins pour ne pas imposer des solutions, mais encore une fois, les construire avec. C'était très clair, je dirais, dans nos deux intervenants, et pour toi aussi. Pardon de t'avoir coupé la parole, Yann. C'est pas grave, mais ce que tu dis, c'est important, c'est-à-dire que effectivement, la mode de l'exosquelette fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent impérativement intégrer des exosquelettes, mais ça, quelque part, c'est pas important. Ce qui est important, c'est vraiment faire une analyse de l'activité, une analyse de la situation de travail à partir de problématiques, suite à accident, TMS, pénibilité, tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment cette analyse qui va dire que peut-on mettre en place comme solution. Effectivement, si on peut mettre en place une solution classique, une solution organisationnelle, faisons-le. L'exosquelette, c'est quelque part la dernière roue du carrosse, c'est ce qui viendra à la fin si effectivement on ne trouve pas d'autres solutions. Ça, c'est une règle qui doit vraiment bien rester, et je ne vais pas vous les refaire, mais vous connaissez les 9 principes généraux de prévention. Les exosquelettes, ça arrive vraiment tout à la fin. Il y a plein de choses à faire, du moins à investiguer avant d'arriver à l'exosquelette. En revanche, il est vrai qu'avec l'exosquelette, ça nous permet de trouver des solutions à des situations où on n'a jamais trouvé de solution. Je reprends l'exemple de remplacement de semelle de frein. On est dans une fosse. Il n'y a pas une seule fosse qui est pareille dans un même établissement. Alors imaginez, sur une quarantaine d'établissements en France, on n'a pas les mêmes types de trains, pas les mêmes types de semelles, pas les mêmes types de matériel, ni même forcément les mêmes agents. Trouver des solutions, c'est très compliqué. Et là, effectivement, l'exosquelette, c'est vraiment une solution intéressante. Des exemples comme ça, on en a tous dans nos entreprises. Et donc, Tom, Théo, Anaïs ils en connaissent encore beaucoup parce qu'ils ont rencontré plein d'entreprises. Mais cette notion d'analyse est hyper importante. Après, ce qui est vraiment important, c'est comment choisir les exosquelettes et puis comment les tester. Donc ça aussi, c'est quelque chose on voit un peu de tout. Il y a des gens qui testent comme ça et puis les agents sont contents et puis on dit tu peux le garder. Moi, je suis pas fanat de cette solution parce que c'est trop réducteur. Il faut bien identifier les besoins, il faut mettre l'exosquelette en test avec des mesures objectives si possible, et puis aussi toute une analyse subjective, bien entendu, ce que préconise l'INRS dans l'accord, entre autres. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est que l'entreprise, avec l'aide des distributeurs et des fabricants, de mettre en place sa propre démarche d'intégration des exosquelettes. Ça, je pense que c'est important. Alors, tout le monde n'a pas forcément des ergonomes intégrés, tout le monde n'a pas forcément les compétences pour pouvoir le faire. C'est pour ça que les fabricants et les distributeurs ont énormément progressé depuis quelques années pour proposer cet accompagnement qui, je trouve, est important. Nous, on a la chance d'avoir les compétences en interne, donc c'est vrai que c'est nous qui faisons ce travail-là. Mais ça, c'est quelque chose d'important de mettre en place sa propre démarche et de bien la cadrer. Moi, toute la difficulté que j'ai actuellement, c'est que ça y est, les établissements maintenant veulent être un peu autonomes sur la logique des exosquelettes. En revanche, moi, je suis un peu comme le chef d'orchestre, je dois conserver une certaine cohérence dans le système pour pas que dans un établissement, ils décident de partir dans une direction et un autre établissement partir à l'opposé. Donc, j'essaie de mettre tout le monde dans le même sens parce que l'approche doit être cohérente par rapport à notre vision SNCF des exosquelettes. Après,
il y aura des différences, puisque dans certains établissements, j'ai des exosquelettes, et dans d'autres établissements, j'ai des ergonomes, pardon, et dans d'autres établissements, je n'ai pas d'ergonome. Donc voilà, juste un petit exemple là sur un régleur qui fait 45 kg, donc on voit la différence avec et sans exosquelette, donc ça c'est le Shiva Exo, le gain sur la partie effort musculaire, qui est assez important quand même. Ok. Merci Lionel hein, de ce côté-là. Est-ce qu'on voit bien effectivement l'extrême attention et l'extrême détail sur tout ça. Alors, on va en venir si vous voulez bien, et puis on reprendra le débat avec vous tous juste après à ce que j'appelle les histoires de concepteurs, et donc cette fois-ci à la façon finalement de porter ces développements et ces conceptions qui sont ceux de nos concepteurs, et je dirais que développeurs et innovateurs, et sans qui rien de tout cela ne serait possible. Et donc l'idée, c'est aussi de voir, on a vu à quel point les processus d'accompagnement et puis d'analyse préalable, de compréhension et de pédagogie sont importants. Juste pour vous dire, moi, quand j'ai démarré à investiguer globalement un peu le secteur, et où j'ai fait des interviews comme ça avec j'allais dire presque des responsables HSE plutôt utilisateurs potentiels, et je me souviens bien de réponses qui m'avaient j'ai un peu interloqué à l'époque, et qui était de dire ah ben oui, là je crois là-haut, là dans la filiale du Nord, je crois bien qu'ils ont quelques exosquelettes, mais je crois que c'est plutôt au placard, parce qu'en fait ils ne savent pas trop comment les utiliser, puis c'est plus pratique autrement. Donc c'est vrai que ça c'est aussi un risque, et ça montre à quel point cette démarche de terrain que vous avez, voilà. Et donc on va passer la parole maintenant